Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Nicolas Feusse. Bonjour Nicolas. Bonjour. Qui va nous parler de son ouvrage « La secte ». Alors moi déjà, ça parle de l'ordre du temple solaire. Et j'étais jeune à l'époque et j'étais traumatisée par cette histoire. Ça commence mal. Donc, je me suis dit, il faut quand même vaincre ce traumatisme. Donc, pour résumer, je vous laisse résumer du coup ce qu'était l'OTS. Oui, alors l'OTS est une secte qui est née dans les années 70, principalement à Genève au départ, et puis qui a pris un essor, je dirais, francophone, puisque finalement ça a touché la France et le Québec en plus de la Suisse. Alors forcément, en Suisse, les gens se souviennent de Chéri et Salvant, en France, les gens se souviennent du Vercors, c'était 94 et 95. Et puis il y a aussi eu des épisodes qu'on a un petit peu peut-être oubliés, et en Suisse et en France, qui se sont passés au Québec, à Morenates et à Saint-Casimir. Donc cette histoire, cette trame, en tout cas romanesque, mêle plusieurs époques. Donc dès le début, c'est de nos jours. Puis ensuite, on a des petits flashbacks qui vont nous amener justement dans les 3 pays différents, avec donc chaque fois des intrigues. Et donc, dès le début, on voit qu'il y a de nombreux personnages. Alors, on retrouve Anna Berthaumieux qui était dans le Miroir des âmes. Dans le Philatéliste. Dans le Philatéliste, ouais. Mais dans le Miroir des âmes. Alors, dans le Miroir des âmes, on retrouve qui on pourrait retrouver. Dans le Miroir des âmes, c'est plutôt la série du procureur Jameson. Mais comme je fais les choses de manière compliquée parfois, la figure de l'inspecteur, moi, qui m'a... dans la secte. Oui, Isaac. Voilà, mais il n'est pas dans le Miroir des âmes. Non, il est nulle part ailleurs. C'est vraiment un personnage... Donc vous le lirez mieux que moi, parce que vraisemblablement je n'ai pas tout compris. Ah non, mais vous l'avez pas mal lu. C'est simplement que des fois c'est compliqué, parce que ça peut être la série Anna Barthomeu, ça peut être la série du procureur Jameson, mais des fois le procureur Jameson arrive dans la série Barthomeu, inversement, donc voilà. On est un peu perdu. Exactement. Alors en tout cas, les personnages, il y a une très très grande complexité, ils sont très profonds et dès le début, on les a par strates en fait. Donc comme au cinéma, la caméra arrive, on les voit donc physiquement, etc. Et plus on avance dans l'intrigue, plus on va savoir, notamment Isaac, il agit normalement pour son travail, on va dire, et plus on va avancer dans le roman, plus on va s'apercevoir ce qu'est vraiment le sujet de sa planque et de sa surveillance. Mais on n'en dira pas plus puisqu'il faut que vous lisiez l'ouvrage. Et donc voilà, on a l'impression que vous prenez ces personnages, on les voit, et puis petit à petit, on rentre aussi bien dans leur psychologie, on rentre dans leur tête en fait. Mmh. Donc Anna Berthaumieux, qui est dans la police, qui va participer à un stage de remise en forme, si on peut appeler ça comme ça. On ne sait pas trop ce que c'est en fait, cette retraite. C'est-à-dire ce qu'on sait, c'est qu'à la fin du Philatéliste, elle fait un 2e infarctus qui va l'envoyer en arrêt maladie. Donc le philatéliste, le meurtrier, découpait la peau de ses victimes, les scalpait et faisait des timbres avec. C'est ça. Voilà, donc si vous êtes amateur et philatéliste vous aussi, c'est un ouvrage qu'il faut lire. C'est ça. Et pour la petite histoire, dans le Philatéliste, c'était la Poste suisse qui m'avait commandé le livre, enfin qui m'avait mis au défi d'écrire un livre sur l'univers de la Poste. Alors je leur ai dit oui, mais attendez-vous pas à ce que ce soit de la publicité pour la Poste. Oui. Depuis, tout le monde envoie des mails en Suisse. Il n'y a plus du tout. La Poste suisse a fait faillite. Voilà. Et Anna Barthomeu, donc voilà, elle a des problèmes cardiaques notamment et des problèmes personnels aussi. Problèmes personnels aussi, de lien avec ses enfants. Des problèmes personnels au travail, voilà, avec les aussi, collègues. Ouais. Mais c'est vrai que son personnage, il est très intéressant parce que déjà c'est une femme. Oui. Donc, alors souvent les écrivains hommes c'est vrai, mettent en scène des femmes, et c'est vrai que souvent c'est plus facile, comme les autrices qui mettent en forme des personnages masculins. On a cette distance en fait. Alors on peut avoir une distance, mais sans verser dans les clichés, j'aime quand même bien faire vérifier le roman
notamment par mon ami, en lui disant est-ce que cliché, dans la psychologie féminine, est-ce que tu aurais agi comme ça plutôt que comme ça? Parce que des fois, c'est vrai que quand on est un homme et qu'on met en scène une femme, on va peut-être lui mettre, entre guillemets, des réactions d'homme, mais après, voilà, il y a des femmes qui réagiront comme des hommes, il y a des hommes qui réagiront comme des femmes. Finalement, il n'y a pas un moule femme et un moule homme. Tout à fait. Ouais. Ben, c'est surtout, c'est le passé qui va nous définir, donc selon l'histoire de chacun, on va agir différemment. Donc, Anna Berthommieux, je vous laisse poursuivre. Donc, il arrive dans cette retraite finalement. Dans oui, alors on comprend que suite à ces infarctus, elle est en arrêt de travail pour la police, qu'elle a dû faire ce que font beaucoup de Suisses suite à des infarctus, une remise en forme à la clinique du Noirmont dans le Jura. C'est vraiment, alors c'est une des cliniques, on va dire, de suivi post-infarctus. Mais là, j'en rajoute une couche, puisque finalement, j'imagine qu'après le Noirmont, il y a un stage de remise en forme dans un refuge de haute montagne, donc à 3000 mètres d'altitude dans les Alpes valaisannes. Et puis, elle va se retrouver là avec d'autres personnes, mais qui n'ont pas forcément tous des problématiques physiques. Ça peut être, il y a une des personnes a plutôt des problèmes de toxicomanie, oui. Une autre... D'autres, c'est plutôt des problèmes psychiques. Oui. Voilà. On n'en dira pas plus. Non. mais en tout cas, alors quand elle arrive dans ce chalet, évidemment, on a l'impression d'arriver dans un Agatha Christie où on a tous ces personnages rassemblés. Et donc le clin d'œil est là, j'imagine. Alors le clin d'œil est voulu et assumé parce que même à un moment du livre, je crois qu'un des personnages dit qu'on pourrait se croire dans Ils étaient 10 de Agatha Christie. J'en ai donné l'ancien nom. L'ancien titre, en français. Eh oui. Bon, on n'aurait pas été censuré. mais voilà, donc elle arrive dans ce centre et puis bon, son nez de flic, en tout cas dès le départ, lui fait voir qu'il y a quand même des choses un petit peu étranges, mais elle se dit, bon après tout, je suis là, voilà. Parallèlement à ça, donc, il se passe des meurtres, des décès, et qui ont une signature. Donc on dit juste la signature, mais ou on ne la dit pas. Oui, on peut la dire. On peut la dire. Donc la signature, c'est une statuette en bois qui s'appelle, donc je ne m'attarderai pas à le dire. Les Tcheguete. D'accord. Mais voilà. Ça s'écrit avec pas des du A, tout comme ça se prononce. Avec des A, tréma, etc. Oui, les Tcheguete, c'est des figurines de carnaval, en particulier issues du Haut-Valais, des espèces d'affreux masques qui sont censés faire peur et qui font peur. Voilà. Et donc accompagnés de lettres qui sont des extraits de la Bible. Et donc voilà. Donc vous découvrirez ces différents extraits et voilà, et les différentes victimes parce que on vous dira pas qui, parce que tout le monde ne meurt pas et on ne vous dira pas qui meurt. Voilà. Il y a beaucoup, on parle notamment du monstre du Valais, donc ça c'est un autre personnage féminin qui en parle, mais ce monstre du Valais, il a réellement existé en fait. Oui, exactement. Ouais. Enfin, en réalité, le Valais, il faut savoir que c'est une terre déjà extrêmement catholique et croyante, donc la religion catholique est très très présente en Valais, encore de nos jours, donc à tel point que dans les vallées reculées, on a l'impression d'être 2 siècles avant. Et puis parallèlement à ça, il y a de nombreuses légendes qui se sont développées en Valais, dont le monstre du Valais. Alors, même les historiens, entre guillemets, ne sont pas forcément d'accord de qu'est-ce qu'était ce monstre. Certaines personnes disent que c'était peut-être du genre humain, d'autres du genre animal. Ça aurait pu être un loup, ça aurait pu être autre chose. Ouais. Bon, en tout cas, vous découvrirez donc si ce monstre vient hanter les personnages ou pas. Est-ce que quand vous écrivez, donc j'imagine donc les personnages que vous faites revenir d'œuvre en œuvre, forcément vous les portez en vous, ces personnages-là. Mais dans les auteurs de polar, souvent font revenir les personnages, les inspecteurs ou les... Pourquoi ? Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que de leur faire tirer justement toute une carrière ou, parce que c'est vrai que c'est souvent, chez Minier, on a ça aussi. Alors, j'aurais pu donner les exemples de Minier et de Tillier parce que ils font comme moi, ou c'est plutôt moi qui fais comme eux, parce qu'ils étaient là sur le marché du polar avant moi. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois des séries avec des personnages récurrents, mais de temps en temps, ils aiment bien intercaler un one-shot. Ouais. Et c'est exactement ce que je fais, et je comprends tout à fait cette volonté-là, parce que
je- en général, quand j'écris 2-3 livres dans la série, après, j'en ai un petit peu marre de mes personnages. Ça ne veut pas dire que je termine la série forcément, mais j'aime bien les mettre de côté pour arriver avec une histoire où je recrée des personnages à la base. J'aime bien aussi le one-shot parce que le one-shot permet de prendre des libertés, je dirais, avec le sort des personnages. Ce qui est plus difficile que t'en pars dans l'optique d'une série. Et voilà, donc je jongle. Il y a des auteurs qui ne font qu'une série avec des personnages récurrents, d'autres auteurs qui ne font que du one-shot. Je crois notamment que c'est un peu le cas de Jérôme Boubry, apparemment. Oui. J'allais citer Nico Takian, mais Nico Takian avait commencé avec une série, la série Tom Arcane, puis maintenant, alors maintenant apparemment il part que dans du one-shot, mais donc voilà, chaque auteur fait comme il veut. Et je comprends tout à fait ces auteurs comme Migné Outillier qui s'attachent. Si on prend l'exemple de Migné, il a son Martin Servaz, il suit son personnage, mais de temps à autre, il arrive avec un one-shot. Et maintenant même, il a eu envie, il a eu envie de créer une deuxième série avec Lucia. Et j'ai fait exactement la même chose. Alors là, peut-être que j'ai fait avant Migné cette fois, la deuxième série. Attention. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces personnages vous font évoluer et justement la pause est nécessaire et quand vous les reprenez, il y a eu une évolution, nous sommes tous en constante évolution et élévation. Et donc, est-ce qu'il y a eu cette évolution et hop, on reprend. Est-ce que le personnage il vient vous chercher là où vous êtes arrêté ou est-ce que c'est vous qui allez le chercher? Mais souvent, quand vous allez le chercher, il n'est pas là où vous l'avez laissé justement. Donc, moi, je me questionne. Oui. Disons qu'on est quand même obligé de tenir compte de ce qu'on a écrit avant, des histoires précédentes. On ne peut pas faire ce qu'on veut au personnage, même s'il y a la liberté littéraire. Mais là, avec le deuxième infarctus, ça vous ouvrait une fenêtre où elle pouvait changer radicalement, justement. Ah, complètement, oui, complètement. Et physiquement et autres, d'ailleurs. Exactement. Les lecteurs le découvriront. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'après, il y a des contraintes. Alors, il peut y avoir des contraintes de situation où on a laissé les personnages, puis il y a des contraintes géographiques. J'ai écrit plusieurs romans policiers qui ne se passent que totalement en dehors des frontières suisses. Donc, j'en ai un qui se passe dans l'Hérault, Hérésique. Donc, je connais bien. Voilà. Alors, on en a parlé. Voilà. C'est un one-shot, donc voilà, j'ai des personnages qui sont 100% centrés dans l'Hérault. Donc, pour les Occitans, c'est bien. Donc, dites-nous un petit peu plus, parce que comme ça... Sur Hérésique, oui. Alors, Hérésique, je pense que c'est mon livre le plus noir, le plus violent, donc c'est pour public averti. J'avais eu la chance d'obtenir de gagner le prix de l'évêché, autrement dit le prix de la police judiciaire de Marseille pour Hérésique. Et là, j'ai une petite anecdote à donner, c'est que le soir où je suis allé à la remise du prix à Marseille, dans la villa du gouverneur, bon, j'ai reçu mon prix, on était une dizaine d'auteurs en lice. Ils n'annonçaient pas à l'avance qui allait recevoir le prix, donc c'était vraiment une grosse surprise pour moi, c'était génial. Et s'ensuit l'apéro, évidemment, donc 200, 300 personnes avec tout le gratin marseillais de l'armée, de la gendarmerie, de la PJ, enfin bref, voilà. Et à un moment donné, à l'apéro, 2 personnes s'approchent de moi, se présentent, me disent, voilà, on est des lieutenants de la police judiciaire de Marseille, on faisait partie du jury. Alors sachez qu'il n'y a pas eu une unanimité dans le jury parce que on a tout de même trouvé votre roman très violent. Et là, je les ai regardés, dans ma tête, alors j'ai pas osé leur dire, mais dans ma tête... On va le leur dire aujourd'hui. Ouais, dans ma tête, je me suis dit, vous êtes sûr que vous êtes flic marseillais? Parce que vous devez en voir des vertes et des pas mûres, et donc ça aurait pas dû vous choquer. Mais si. Voilà. Mais apparemment, ouais, ça a même réussi. Comme quoi, la lecture et ce qu'on vit au quotidien, il y a toujours une frontière. C'est ça. Mais pour le pitch très rapide, disons, Hérésique, c'est un polar qui va évoluer dans le milieu mafieux de la prostitution, de la pédophilie et aussi de l'échangisme, parce qu'il y a un petit lien avec le Cap d'Agde. Donc voilà, on sera un petit peu dans l'univers du sexe, mais du sexe un peu malsain et avec des meurtres parfois violents. C'est une histoire de vengeance où la personne qui se venge, je dirais évidemment pas laquelle, s'inspire de rites cathares, donc autrement dit de la croisade contre les cathares au XIIIe siècle. Oui, il y a souvent, dans vos écrits, on en discutait tout à l'heure, il y a souvent ce contexte historique.
Il y a ce besoin de partir dans le miroir des âmes. On est à Neuchâtel. D'ailleurs, moi, maintenant, quand je vais sur la place des Halles et du marché, je me pose des questions. Je regarde autour de moi. Y a-t-il une bombe? Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est vrai qu'on part toujours soit d'un lieu existant, soit d'une histoire avec un grand H existante. Pourquoi l'ordre du Temple solaire? Alors, l'ordre du Temple solaire, ça faisait, je pense, 4 ou 5 livres que j'envisageais d'écrire là-dessus, mais simplement, je ne sais pas pourquoi, la technique du flashback sur l'OTS, sur les faits qui ont marqué l'OTS, ne s'insérait pas dans les idées de scénario que j'avais. Et tout d'un coup, il a fallu cette idée de huis clos en haute montagne, où là, je me suis dit, oui, là, on peut faire le lien. Voilà. Oui, parce que là, quand on le lit, on voit la série, on voit le film et la série, en fait. Oui, alors j'aimerais bien. Bah oui, bon alors, les producteurs Netflix, on lance un appel. Alors, pas Netflix. Non, alors non, j'ai surtout rien contre Netflix. Simplement, il faut savoir que les droits et du philatéliste et de la secte sont vendus à un producteur, enfin, sont en tout cas réservés par un producteur. Ça pourrait arriver chez Netflix au terme du processus, mais Netflix, pour entrer dans la course en général, exige qu'il y ait d'autres producteurs à côté. Et là, très prochainement, le 10 juin 2026, j'ai un rendez-vous avec des producteurs à Genève, producteurs qui vont se déplacer depuis Paris, donc c'est pas du... On croise les doigts alors. Voilà, on verra. En tout cas, quand on le lit, on voit se dérouler les scènes. Et on assiste, alors évidemment, chacun voit son film, mais on assiste, voilà, tous... on sent les odeurs, parce qu'il est très centré sur les odeurs, ce roman. C'est possible. Alors les autres aussi, hein. Mais les odeurs, les sensations, c'est vrai qu'on arrive à sentir et on est vraiment immergé. Il y a beaucoup de neige et notamment le bruit, vous décrivez beaucoup le bruit, etc. Comment vous êtes venu à l'écriture? Au tout début? Oui. Alors j'ai commencé à écrire en 2010. En réalité, j'avais fait quelques essais d'écriture en 2004-2005. Mais vraiment, mon premier roman, je l'ai écrit en 2010 suite à un voyage au Kenya. Un peu par accident, je dis toujours. C'est pas un vrai accident dans le sens où je faisais déjà des essais. Mais je suis parti au Kenya en octobre 2010 et en emportant dans mes bagages qu'un seul livre, c'était un polar parce que ma lecture plaisir a toujours été le polar finalement. On peut le citer? Oui, alors c'était Le vol des cigognes de Jean-Christophe Granger, c'est le tout premier Granger. À ce moment-là, je connaissais Granger qu'avec Les Rivières pourpres et forcément le film de 90, je crois, avec Jean Reno et Vincent Cassel. Et Nadia Fares, d'ailleurs. Et Nadia Fares, qui, regretté. Et j'avais flashé sur le film. J'ai lu le livre après avoir vu le film. Souvent, on est déçu en plus quand c'est comme ça, parce qu'on se fait une idée et des fois, c'est différent. Oui, alors moi, j'ai pas... Comment dire ça? J'ai revu aussi le film après avoir lu le livre, donc le film je l'ai vu plusieurs fois. En général, je ne lis pas les livres 2 fois, mais les films, je peux les regarder plusieurs fois. Je trouve que ce film de Kassovitz reste un excellent thriller, et c'est vrai qu'il prend certaines libertés par rapport au livre, mais ça, je crois que c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est impossible de faire autrement, je dirais, entre un texte et la version cinématographique. Je crois qu'on doit accepter, et l'auteur doit accepter aussi que l'œuvre cinématographique est autre chose par rapport à l'œuvre littéraire. Et je dois dire que, alors, autant Granger n'a, apparemment, de ce que je sais, pas forcément pris part à la version cinématographique des Rivières pourpres, autant alors il a pris part activement à la réalisation cinématographique ou télévisuelle du vol des cigognes, et là j'ai été extrêmement déçu. Donc c'est pas forcément parce qu'un auteur s'immisce dans un projet cinématographique que le résultat va être bon. Et donc vous êtes parti au Kenya, ce livre dans vos bagages? Oui, ce livre dans mes bagages, et je partais pour 10 jours. Alors j'étais encore marié à l'époque, j'avais laissé mon épouse organiser le voyage sans vraiment savoir ce qu'on allait faire. Je savais qu'on allait faire un safari dans le Masai Mara. J'avais mes enfants qui, à l'époque, en 2010, avaient 6 et 8 ans. Et je me suis dit, bon, c'est un pays qu'on ne connaît pas, il y aura plein de choses à faire sur place. Ça ne sert à rien de charger les bagages parce qu'évidemment, on prend l'avion, donc ça ne sert à rien de charger les bagages en livres. Et de toute façon, sur place, on va faire tellement de trucs qu'il n'y aura pas tellement de temps pour la lecture. Donc un bouquin, ça suffit. Eh bien, le problème, c'est que ce bouquin, je l'ai terminé avant d'atterrir à Mombasa. Donc je me suis vraiment retrouvé sur place sans lecture.
Et dans un pays anglophone, moi, voilà, je comprendrais un livre en anglais, mais j'ai pas envie de passer les vacances à lire un livre en anglais. Donc inutile de chercher un livre en français au Kenya. Et je me suis trompé dans le sens où le safari dans le Masai Mara, c'était les 3 derniers jours sur 8 jours sur place. Et on avait avant ça 5 jours de balnéaire au sud de Mombasa. En plus, dans un contexte en 2010 qui était assez tendu. On n'avait pas le droit de sortir de l'hôtel, sauf excursion organisée, sécurisée et tout ça. Donc je me retrouve à faire du balnéaire 5 jours. Alors il y avait une excursion un jour. Et moi, je m'ennuie très vite. Et surtout si j'ai pas de lecture. Eh oui. Donc j'ai cru que j'avais pété un câble. Mes enfants étaient assez grands pour s'occuper eux-mêmes, ils n'avaient pas besoin de papa pour jouer avec eux. Et donc, après avoir regardé les singes sauter d'un arbre à l'autre dans le parc de l'hôtel pendant 10 minutes, je me suis dit maintenant trouve quelque chose, sinon ça ne va pas le faire. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, imagine un scénario. Voilà. Et je sortais du vol des cigognes, polar qui commence en Suisse, c'est ce qui m'avait bien marqué, ça commence à Montreux, qui voyage ensuite sur la migration des cigognes entre la Bulgarie, l'Israël, Centrafrique. Un petit appendice en Inde à la fin que j'ai trouvé superflu, mais ça c'est très personnel. J'ai adoré le bouquin, à part l'appendice en Inde. Et là, je me dis, tiens, imagine un polar qui débute à Neuchâtel et qui finit alors au Kenya. Donc on a un peu ce modèle sans du tout plagié, mais ce modèle de polar qui voyage. Et ça a donné mon tout premier roman, Ilmoran, l'avènement du guerrier, qui est un inspecteur neuchâtelois, métis, évidemment des liens avec le Kenya. Son enquête va le conduire au Kenya. Et la suite, je ne vous la raconte pas. Non, parce que vous lirez l'ouvrage. Alors si vous êtes du côté français, il faudra patienter, parce qu'il fait partie de mes tout premiers ouvrages, et il y en a encore... que je calcule, 6 qu'on ne trouve pas du côté français. D'accord. Alors, on peut les trouver sur le marché d'occasion, peut-être. Voilà, ou via des sites que je ne citerai pas parce que voilà. On les connaît tous. Mais on les connaît tous. Mais en réalité, ces 6 premiers romans ont tous été rachetés par le livre de poche. Simplement, le livre de poche, le contrat est clair, c'est ils sortent un livre par auteur et par année. Oui, alors, celui-ci, mon tout premier, je ne sais pas à quel moment, les 6 prochaines années, il va... Nous attendrons. Donc vous étiez procureur avant de commencer à écrire. Mais vous avez toujours aimé les polars. Vous avez toujours eu cette affection pour les polars. Absolument, oui. Alors moi, ça a toujours été depuis l'âge de 15 ans, mes lectures de prédilection. Le premier, vous en souvenez? Ouh là là, alors... Moi, j'ai dû commencer avec la série Le Club des 5, mais quand j'avais même peut-être 12-13 ans, je ne me souviens plus comme ça. Oui. Et puis ensuite... Après, j'ai lu du polar, j'ai lu aussi des romans de guerre, j'ai lu pas mal d'espionnage. À un moment donné, j'ai eu, je dirais, autour des 25-30 ans, j'ai eu une bonne petite période d'espionnage, avec plutôt américain, avec Tom Clancy, avec Lou Bloom. Mais je reste toujours dans l'intrigue policière ou le thriller, je dirais, ça reste mes genres de prédilection. Autant en lecture qu'en écriture. Est-ce que justement, ce genre de prédilection a influencé votre carrière ? Est-ce que vous êtes dirigé vers le droit et pour ça, ou est-ce que ça a joué ou pas du tout? Peut-être. Ouais. Peut-être, mais c'est vrai que... De manière inconsciente, peut-être. Alors, le souvenir que j'ai en choisissant l'Uni en droit à l'âge de 18 ans, alors que à 18 ans, moi j'étais plutôt un mec j'étais intéressé par les sorties avec les potes et le sport, je faisais du basket. Et les études étaient un peu annexes, je les faisais, j'avais la chance d'avoir une facilité, on va dire. Et je me dis, oui, voilà, t'aimes bien les polars, on fait du droit avec les œillères du droit pénal. Et en fait, on arrive à l'Uni et on se rend compte que le droit pénal, c'est ça, et que le reste du droit, c'est ça. Et finalement, je ne veux pas dire que tous les droits sont intéressants, mais il y en a eu bien d'autres que le droit pénal qui étaient intéressants. Et finalement, à la fin des études de droit, j'ai fait le brevet d'avocat, et j'ai tout de même bifurqué vers la magistrature pénale. Donc, ça vous a rattrapé? Ça m'a rattrapé, probablement. Est-ce que justement, des affaires que vous avez pu traiter, ça vous influence forcément, j'imagine même inconsciemment? Et alors, ce qui est marrant, c'est que, moi, le miroir des âmes qui se passe à Neuchâtel, on se dit, mais c'est parce que moi qui viens de France, c'est vrai que la Suisse, la vie est beaucoup plus douce quand même, moins, il y a beaucoup moins de violence. Mais malgré tout, vous arrivez à vous projeter dans cet univers tout calme, et hop, d'un coup, hop, il y a cette bombe, et puis tout s'enchaîne très très vite.
Mais bon, voilà. Le prochain, très bientôt. Alors, les 2 prochains, parce que On est gâtés cette année. Voilà. Alors, on a coécrit un livre, donc écrit à 4 mains avec Marc Woltenhauer, qui est un autre auteur de romans policiers, qui lui est... Alors, moi, je suis au livre de poche, lui, il est chez Pocket, mais là, on a coécrit un livre qui s'appelle Ultimatum, qui est sorti en février 2025, et on vient d'écrire la suite, qui sortira le 27 août. Donc ça c'est le premier dans la deuxième partie de l'année pour moi. Et puis autour du 15 octobre, j'aurai un polar individuel dont je ne peux pas encore révéler ni secret. Voilà, ni le thème, ni le titre. Je vous dirai simplement qu'il pourrait largement concurrencer RSX dans la noirceur. Peut-être vous aurez un autre prix à Marseille, mais en quelques années, la situation s'est dégradée aussi. Donc, ils seront peut-être moins choqués. Et en plus, alors, mon polar individuel disons, la suite d'Ultimatum en août sera très suisse. Ça se passe exclusivement en Suisse. En revanche, mon polar individuel du 15 octobre, je crois, parce qu'on vise une sortie pour le Festival sans nom à Mulhouse, va être un polar plus français que suisse. Alors, il va reprendre Alain Bartomeu. Il va, forcément, elle est à Genève, donc il commence à Genève, mais très rapidement, on va partir du côté de Lyon, d'Avignon, de l'Île-sur-la-Sorgue, de Nîmes, et il va même aller jusqu'aux Pyrénées. Donc, ah bah alors. avec des petits appendices à Paris et à Rennes aussi. Ah. Voilà. On ne peut pas parler trop de l'intrigue parce que je ne veux pas déflorer. Les personnages sont vraiment aussi bien les hommes que les femmes. On ne peut pas trop en parler non plus. C'est toujours délicat dans les polars. Oui, voilà, c'est toujours délicat. Donc vous lirez l'ouvrage. Et alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, donc à défaut de pardon, laisse venir l'oubli. Donc c'est tiré d'Alfred de Musset. Oui. Et est-ce que l'oubli mène au pardon ? Ça c'est une question philosophique très compliquée. Vous avez 3 heures. Est-ce que l'oubli mène au pardon ? Peut-être, je pense, je ne sais pas si c'est le bon terme. Ou est-ce que le pardon mène à l'oubli ? Disons que l'expérience que j'ai dans mon domaine professionnel, là c'est plutôt une phrase, je dirais, par rapport au personnage d'Isaac et à sa situation privée. C'est clairement une phrase qui fait référence dans le livre à un couple qui se déchire finalement. Oui, voilà. Voilà. Et je dirais que l'expérience que j'ai, pas forcément dans le privé, mais dans mes dossiers pénaux, et spécialement dans les violences domestiques, familiales, enfin voilà, mais qui sont souvent liées à une séparation, à un divorce douloureux, c'est souvent l'écoulement du temps qui fait que les choses s'apaisent. Voilà. Donc, mais d'autant plus que dans l'ouvrage, c'est vrai que ce personnage avec son ancienne épouse, son ex-femme, en fait on sent beaucoup d'amour quand même. Et souvent justement, c'est l'amour qui nous pousse à mal agir parce qu'on veut vivre des choses et puis l'autre tourne la page ou pas. Oui. Mais voilà. Et donc c'est vrai qu'on sent énormément d'amour du côté de ce personnage et de Sabine. Alors est-ce que c'est Sabine. Oui. Alors est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'égoïsme? Est-ce que c'est de la possession? Enfin, il y a tous ces termes qui ressortent finalement dans une relation. Je pense que parfois... Ça a plusieurs facettes, souvent, l'amour aussi. Ça a plusieurs facettes. Et puis, je vais dire peut-être quelque chose d'horrible, mais c'est vrai que dans ma carrière, en 27 ans, j'ai dû traiter une quinzaine de féminicides. Et alors, certaines fois, avec l'auteur qui se suicide, donc on peut reconstituer les faits différemment, mais quand même un certain nombre où l'auteur a pu être arrêté et interrogé, c'est toujours les mêmes phrases qui reviennent. Je l'ai tué par amour. Alors, c'est des cas où des expertises psychiatriques sont mises en œuvre, où on explique ces liens de manipulation, de possession. Mais l'auteur, lui, a toujours l'impression d'avoir, entre guillemets, pété un câble par amour. Voilà, par amour. Parce qu'il ne supporte pas la séparation, parce qu'il ne supporte pas d'être quitté. Alors, en réalité, c'est de loin pas de l'amour. Mais... Non, parce que l'amour, c'est que l'autre soit heureux, et si c'est ailleurs, c'est ailleurs. En principe. Mais néanmoins, c'est des phrases qui sortent et qui montrent que c'est complexe. Oui, parce que l'amour a différents visages, finalement, selon le personnage. Votre livre préféré ? Vous partez en voyage au Kenya, un seul livre que vous ne lisez pas 2 fois. Vous avez dit que vous ne relisiez jamais les livres. En principe, je ne lis pas les livres 2 fois. Non, je n'ai pas le souvenir d'avoir lu un livre 2 fois.
C'est compliqué comme question, j'essaye. Bon, alors je vous avouerai que j'ai un petit faible. J'ai pris une claque monumentale pour un livre, mais qui est très très noir, qui s'appelle Le Manufacturier de Matthias Köpping. Mais c'est pas un livre que je recommanderais forcément, ou alors vraiment aux âmes sensibles s'abstenir, parce que Matthias, alors déjà, il a un langage, comment dire ça, une plume magnifique. En fait, c'est un livre horrible, mais presque poétique parfois. Mais c'est très dur. Je pensais être dur, plus dur que Mignet et Tillier notamment. Oui. Et on me le dit parfois, on me dit vous êtes plus dur que Franck Tillier. Mais pas forcément que Maxime Chatham dans la version la trilogie humaine. Enfin, c'est un peu les références. C'est toujours difficile de donner les références, mais Köpping lui est largement au-dessus. Et voilà. Donc, je dirais pas que c'est forcément mon livre préféré, mais c'est en tout cas un des livres récents que j'ai lu et où ça a été une belle claque. Après, j'adore La Plume d'Olivier Norek. Je crois que j'ai adoré en particulier Entre deux mondes et Dans les brumes de Kaplan. Voilà, c'est des exemples, mais il y a beaucoup d'auteurs que j'aime. Loubry en particulier, je l'ai cité avant, et fait partie des auteurs que j'adore. Le dernier ouvrage est merveilleux. Alors, je ne l'ai pas lu. Ah, encore. Voilà. Mais par exemple, c'est marrant, et je l'ai dit à Jérôme, il le sait, mais j'ai lu Les Refuges, et typiquement, c'est pas mon préféré de Loubry. Peut-être parce que, contrairement à beaucoup de lecteurs, j'avais deviné la fin très très vite. Et oui, alors ça c'est frustrant. Oui, c'est peut-être mon esprit tordu, parce que moi je travaille beaucoup sur les twists finaux, donc c'est souvent d'ailleurs le twist final qui va déterminer mon scénario en amont. Donc je suis quelqu'un qui est absolument sensible à ça, aux twists finaux, et du coup j'ai une tendance affreuse à deviner les choses bien avant. Et oui. Ça a été le cas pour Les Refuges de Loubry, ça a été le cas pour Dans les brumes de Kaplan de Norek, où là, au tiers du livre, je savais ce qui allait se produire. Mais parce qu'Olivier, il était policier, je suis procureur, on a probablement une même manière de réfléchir, et surtout on connaît la thématique qu'il a abordée. Donc. Et oui, bien sûr. J'avais interviewé Valentin Musso l'année dernière, et justement lui aussi aime switcher. Il m'avait dit la même chose que vous. Il m'avait dit je commence toujours par le switch final, pour comme ça, hop, je récupère après. Donc c'est vrai que ce sont des procédés d'écriture. J'ai fait ça pour les 20 livres, hein. La secte est le 20e. Surtout que la secte, c'est très... on est à des époques différentes, des lieux différents. Oui. Alors à l'écriture, est-ce que vous faites une époque, un lieu, ou est-ce que vous switchez en permanence? Non, ça dépend vraiment d'un livre à l'autre. Ouais, ça dépend vraiment d'un livre à l'autre. J'ai un de mes livres qui est un ancien livre qui était sorti en 2015, mais uniquement en Suisse, qui est maintenant ressorti au livre de poche en 2025, qui s'appelle Les Bouches. En référence aux Bouches de Bonifacio. En réalité, là, c'est un seul lieu, c'est Bonifacio. Mais simplement, c'est un chapitre sur deux en 1943 et un chapitre sur deux en 2015, en alternance, parce que je l'ai écrit en 2015. Mais voilà. Donc, vous, lors de l'écriture, vous avez écrit en alternance, vous avez écrit l'histoire de j'aurais 2015 pu. Non, j'aurais pu, mais en réalité, j'ai toujours écrit mes livres dans l'ordre des chapitres. Donc je fais les sauts d'un passage à l'autre dans le temps ou dans les lieux, parce que parfois ça permet aussi de se dire comment je vais goupiller ou attacher deux chapitres qui en apparence n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et je me souviens en particulier dans Les Bouches, j'ai un passage en 1943 où il y a un bombardement d'un bateau dans le détroit entre la Corse et la Sardaigne. Et le chapitre suivant, en fait, c'est les fêtes du 14 juillet contemporaines à Bonifacio. Et ça me permet de faire le lien entre les explosions d'une part et les feux d'artifice de l'autre. Et ça, je pense qu'on n'a pas forcément cette idée-là si on écrit de manière, je ne veux pas dire décousue, mais toute une période et ensuite toute l'autre. Oui, de compartimenter, c'est vrai, c'est moins fluide. Oui, peut-être. On a posé plein de questions sur l'écriture. Si vous voulez vous mettre à écrire, vous avez plein de tuyaux là. Bon, en tout cas, un merveilleux roman, donc La secte. Vous aviez quel âge à l'époque quand ça s'est passé? Ça vous avait pas traumatisé? Alors, 94, Chéri et Salvant, 95 Le Vercors, donc j'avais 23 ans et 24 ans. 23 ans, j'étais en plein stage, enfin j'avais débuté mon stage d'avocat. Donc oui, ça a frappé. Moi, je dis toujours aujourd'hui, les journalistes, notamment en Suisse, m'ont dit quel est votre feeling vis-à-vis de ces faibles OTS? Comment vous les avez ressentis à l'époque? Et j'ai dit, mais
Moi, j'ai revécu ça un petit peu avec les, entre guillemets, avec les attentats du 11 septembre 2001 au niveau mondial, peut-être avec les attentats de Paris 2015. Je pense que l'OTS pour la Suisse a représenté ce que Paris 2015, enfin ce que les attentats de Paris ont représenté pour les Français et pour le monde entier en 2015. Où tout d'un coup on a l'impression que pendant des semaines et probablement des mois, tout le monde médiatique tourne là autour. Tout le monde est en pause. C'est ça. Et c'est pire aujourd'hui encore avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui n'existaient pas au moment de l'OTS. Et je pense que si Facebook, si Instagram avait existé à cette époque-là, TikTok et autres, l'OTS aurait fait le même battage que... C'est difficile d'oublier du coup, avec tous ces réseaux sociaux. Absolument. Donc vous l'aurez compris, de merveilleux romans, La secte, à lire, à offrir, La fête des mères dans quelques jours, et puis plein de nouveautés. Si vous voulez terroriser votre maman. Alors il y a le philatéliste aussi, si elle aime la couture, la poste. Et après, si vous êtes fan des bons twists finaux, parce que je ne les ai pas réussis dans tous les 20 bouquins, mais je pense qu'il y a 2 bouquins où j'ai particulièrement réussi le twist final, 2 bouquins où pratiquement personne n'a deviné la fin, c'est Aurora Borealis et Les Extradés. Voilà. Moi là, j'avais pas deviné la fin, parce qu'au niveau des personnages, voilà, tout est bien ficelé. Et d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que vous relisez les ouvrages une fois imprimés? Parce que là, vous l'avez écrit, donc il y a les corrections, on les relit plusieurs fois, etc. Et après, est-ce que vous les relisez ou pas? Alors, à ce jour, il y a ce qu'on appelle le BAT, donc le bon à tirer. Là, on les relit forcément. Là, on les relit forcément, mais en général, c'est ma dernière lecture. Oui, voilà. Je n'ai jamais relu un de mes livres. Ce qui m'est arrivé de faire, c'est de rouvrir un livre, typiquement... Et oui, pour repartir sur le personnage. Voilà, exactement. Donc, ça m'est arrivé de rouvrir des passages précis du philatéliste pour écrire La secte, ou j'ai rouvert des passages du philatéliste et de La secte pour écrire le prochain qui sortira cet automne. Mais on n'en saura pas plus. Merci infiniment, Nicolas. Merci. On souhaite un beau voyage à ces 2 nouveaux romans qui vont paraître. À celui-ci aussi, il a déjà bien voyagé, puisqu'il est sorti en septembre. C'est juste. Donc voilà, à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas, découvrez Nicolas Feuz, surtout ami occitan, puisque il y en a certains qui nous passent chez nous, qui se passent chez nous. À très bientôt, merci. Merci.